Là, ce que je vous propose, Dr Marquis, c'est que je vais vous évoquer certaines de ces fausses nouvelles zombies, qu'on les appelle, celles qui refusent de mourir dans le contexte de la COVID-19. Qu'en pensez-vous des gens qui disent et qui affirment « Où sont les autopsies? Je les vois pas. » C'est louche. On fait une autopsie pour deux raisons. Améliorer le traitement des prochains qui auront cette maladie-là ou apprendre à connaître la maladie. Ce que le docteur vient de dire, c'est pas complètement faux. C'est vrai que dans le cadre de la recherche, les autopsies peuvent être utilisées de cette façon. Par contre, dans les circonstances actuelles, c'est pas de ça qui est question. À votre avis, pourquoi des gens remarquent l'absence d'autopsie dans le contexte COVID? Pour répondre à la question, regardons à quoi servent généralement les autopsies. Sur le site du gouvernement du Manitoba, on peut y lire la rubrique « Quand une autopsie est-elle nécessaire ?» On explique. Si le médecin légiste ne peut établir à la fois la nature et la cause du décès avec une certitude médicale raisonnable, on autorise l'autopsie. Donc ici, l'autopsie sert à établir la nature et la cause du décès. Maintenant, consultons le guide de gestion de décès relié à la COVID-19 de l'INSPQ pour voir si on peut y retrouver plus d'informations. On peut y lire. Après le décès, s'il est impossible de faire un prélèvement par le nez ou la bouche, un prélèvement pulmonaire lors d'une autopsie peut être envisagé. Dans ce cas-ci, l'autopsie sert à faire un prélèvement qui sera testé pour le coronavirus et donc pour déterminer la cause du décès. Ailleurs dans le document, concernant les causes de décès, on peut y lire. Si le médecin ou l'infirmière ne peut établir les causes probables du décès, appel au coroner. Que pensez-vous que le coroner risque de faire dans un cas comme ça? On peut trouver un début de réponse dans une loi encadrant le travail des coroners du Canada. On peut y lire. Le coroner peut procéder ou ordonner qu'il soit procédé à l'autopsie d'un corps. Bref, les autopsies servent généralement à déterminer les causes de décès. Maintenant qu'on a mis ça au clair, pourquoi un grand nombre de gens demandent « Où sont les autopsies? Je les vois pas. » C'est louche. Pourquoi faire une autopsie en temps de COVID? Écoutons nos cousins français sur le sujet. Quand on pense à médecine légale, on pense forcément à autopsie. Celle-ci est toujours réalisée suite à la découverte d'un cadavre ou en cas de mort suspecte. On va chercher la cause de la mort. Parce qu'une cause de la mort apparente peut en cacher une autre. Une cause apparente de la mort peut en cacher une autre. Par exemple, le 15 avril 2020, à Miami, une infirmière de 33 ans est décédée après avoir été exposée au COVID-19. Son mari explique que sa femme avait été placée en quarantaine après être tombée malade et a été testée pour la COVID-19. Les résultats ont été non concluants. À ce moment-là, tout le monde, incluant sa famille, pensait qu'elle était décédée de la COVID. Or, 3 mois plus tard, les résultats d'une autopsie ont démontré qu'elle était morte d'une infection rénale. Imaginez que son test COVID ait été concluant. Est-ce qu'on aurait eu droit à une autopsie? Ou est-ce que les autorités auraient sauté à la conclusion que la COVID l'a tué et que le virus est dangereux, même pour les jeunes personnes en bonne santé? Eh bien, c'est exactement ce que François Legault, premier ministre du Québec, a fait. Il a utilisé le décès d'un jeune homme en bonne santé pour nous dire que la COVID, c'est dangereux. Et que ceux qui disent autrement sont complotistes. Je cite, « Ça vient confirmer, malgré certains groupes complotistes qui pensent que ce n'est pas vrai, le virus, bien oui, il y a un virus qui est dangereux. » Voici un peu de contexte. Cette photo a été prise cet été. Dombéni Kabangu Nsapou venait tout juste de graduer de l'école secondaire de la Pointe-aux-Trembles à Montréal. Son père raconte qu'il était en forme. Quand il a commencé à faire de la fièvre il y a quelques semaines, Dombéni est décédé dimanche. Il n'avait que 19 ans, ce qui en fait la plus jeune victime de la COVID-19 au Québec, la deuxième de moins de 20 ans au Canada. Il était très en forme. Il était en très bonne santé. Pensez-vous que le décès de Don Benny requiert une autopsie? D'après un document explicatif déposé par le gouvernement du Québec, un système pour l'investigation des décès violents, obscurs ou autrement inattendus a été implanté partout au Canada. Ces systèmes, incluant celui du Québec, ont en commun les éléments de base suivants. L'investigation systématique des décès de nature violente, obscure ou autrement inattendue. D'après ce document, le gouvernement a une obligation légale d'investiguer les décès obscurs ou inattendus. Est-ce que le décès de Don Benny était inattendu? Savez-vous combien de décès liés à la COVID sont survenus pour les moins de 20 ans au Québec? Un seul. Considérez maintenant que Don Benny était en bonne santé, sans problème médical connu,
que la moyenne d'âge des décès est de plus de 80 ans et que 97% des décès liés à la COVID sont accompagnés d'au moins une condition médicale préexistante, comme par exemple hypertension, maladie cardiovasculaire, troubles neurologiques, anémie, maladies respiratoires, diabète, et j'en passe. Est-ce que les circonstances du décès de Don Benny méritaient une autopsie? Au moment du décès, François Legault nous rassure en nous disant « On est en train, évidemment, de procéder à l'autopsie. » Ceci dit, j'ai demandé au père de Don Benny s'il avait eu les résultats le 13 mars 2021, plus de 6 mois après les événements, et il m'a répondu simplement « non ». J'ai aussi vérifié si les médias avaient fait un suivi de ce dossier pour ne trouver qu'une tonne de vieilles nouvelles nous annonçant que la COVID a fait sa plus jeune victime au Québec. On peut trouver aussi un journaliste de la santé sur Twitter qui nous dit « Malgré l'absence d'autopsie, on peut tirer des conclusions préliminaires. » Il s'ensuit une série de tweets anxiogènes pour nous préparer à une possible vague de mort chez les élèves qui vont réintégrer les écoles en septembre 2020. Pour ce qui est des résultats d'autopsie, à rien. Si le gouvernement du Québec ne veut même pas investiguer le décès lié à la COVID le plus improbable et le plus médiatisé de tous, comment peut-on avoir confiance en leur méthodologie et leurs statistiques? Si les journalistes profitent de cet événement pour semer la peur plutôt que de creuser l'information, peut-on leur faire confiance? Il devient évident que tout ce que fait le gouvernement est simplement d'attribuer à la COVID tous les décès où le virus est détecté ou soupçonné. La cause du décès réel est le dernier de leurs soucis. Et les médias sont complices de cette arnaque. Vous comprenez que nous, par exemple, si on a un lien épidémiologique où dès que le COVID-19 peut être une cause, on le met comme étant la cause du décès. Au mois de décembre 2020, un docteur qui collabore avec l'INSPQ confirme. Il est vrai que le nombre réel de décès attribuables à la COVID est plus bas que laissent entendre les statistiques officielles. Le chiffre qu'on rapporte, c'est vraiment tous les décès où la COVID a pu jouer ou non un rôle. Malgré que l'information soit disponible, aujourd'hui encore, on est trop prise avec ces fausses nouvelles zombies qui refusent de mourir dans le contexte de la COVID-19. De plus, savez-vous ce qu'est une hospitalisation COVID? Vous croyez peut-être que c'est une personne qui se présente à l'hôpital uniquement pour des traitements en lien avec la COVID? Eh bien, détrompez-vous. Selon l'INSPQ, la définition d'une hospitalisation COVID est un individu qui est hospitalisé pendant au moins une journée avec un diagnostic de COVID-19. Autrement dit, si vous entrez pour un bras cassé à l'hôpital et que vous recevez un résultat positif à la COVID, même en l'absence de symptômes, vous devenez une hospitalisation COVID. Considérant que toutes les admissions à l'urgence sont dépistées pour le coronavirus, ils vont en trouver, c'est garanti. Quand vous entendez dans les médias que les hôpitaux débordent de patients COVID, ça ne veut pas dire grand-chose. 100% des patients pourraient être porteurs uniquement et ils nous diraient quand même que les hôpitaux débordent de COVID. Les médias et le gouvernement, eux, nous laissent croire que la COVID est la cause de l'hospitalisation. Mais revenons à nos moutons. Où sont les autopsies? Je les vois pas. C'est louche. Les décrypteurs tentent de nous détourner du débat réel. La question ici ne concerne pas les autopsies, elle concerne la détermination des causes de décès. L'autopsie est seulement un outil parmi d'autres qu'on peut utiliser pour y arriver. C'est ce concept que les décrypteurs vous cachent par leurs omissions. Comme un magicien, ils vous envoient de la poudre aux yeux pour détourner votre attention de ce qui importe. Il y a eu des millions de morts avec la COVID. Les autopsies qu'on a eu à faire ont toutes été faites au début. On n'a juste pas besoin d'une autopsie et demander des autopsies quand ce n'est pas nécessaire, c'est non éthique et c'est un grand manque de respect pour les patients et leurs familles. On a actuellement 9500 personnes qui sont absentes dans l'ensemble du réseau, 5500 qui sont absents pour d'autres raisons. Entre autres, on le sait, certaines personnes craignent d'attraper le virus. Au Québec, 90% des décès COVID sont accompagnés d'au moins 2 conditions médicales préexistantes. Combien d'entre eux n'étaient même pas porteurs de la maladie?
Combien d'entre eux étaient porteurs asymptomatiques? Pour combien d'entre eux, la maladie a été un facteur accompagnant plutôt que décisif? Sans autopsie ou toute autre tentative de déterminer la cause du décès, ces questions restent sans réponse. Pour autant que nous sachions, la première vague de décès était majoritairement due à un manque de soins, de la négligence, de l'abandon, du stress et de la peur. Et comment les autorités auraient pu nous cacher ça? Peut-être en utilisant leur frime, le lien épidémiologique. Combien de décès ont été déclarés COVID par lien épidémiologique? L'INSPQ ne nous donne pas cette donnée cruciale. Pendant la première vague, 10% des cas ont été confirmés par lien épidémiologique, ce qui donne un total d'environ 6 000, ce qui est un peu plus que le nombre de décès. À titre comparatif, dans la deuxième vague, pour le même nombre de décès, seulement 1% des cas ont été déclarés par lien épidémiologique. Je soupçonne, étant donné le manque de ressources, que durant la première vague, la majorité des décès en CHSLD ont été associés à la COVID par lien épidémiologique. Ça aurait permis à tout le monde de s'en laver les mains et de renvoyer le blâme sur le virus. Cette vague de décès nous a donné l'impression que le virus est très mortel. Pourtant, on n'a pas besoin du virus pour expliquer tous ces décès. On n'a qu'à regarder le chaos créé par les prédictions catastrophiques des médias et des gouvernements, ainsi que leurs mesures sanitaires ultra restrictives pour réaliser que les soins des personnes les plus vulnérables ont été radicalement réduits au mois de mars, avril et mai 2020. Saviez-vous que les proches aidants se sont vus interdire l'accès au CHSLD durant la première vague? Alors que le gouvernement demandait à des médecins spécialistes de leur venir en aide, sans succès, les besoins criants étaient plutôt de nettoyer, de faire manger les résidents et de leur remonter le moral. Il est possible que dans le moment, nos élus aient paniqué et qu'ils aient réagi de façon démesurée, causant eux-mêmes une vague de décès. Ceci dit, pourquoi répètent-ils les mêmes erreurs? Pourquoi continuent-ils de jouer la carte de la peur, la même carte qui nous a menés à cette fameuse première vague? Pourquoi la priorité est-elle de stopper la propagation plutôt que de donner des soins? Pourquoi le gouvernement et les médias divisent encore aujourd'hui la population en caractérisant certains groupes d'anti-masques ou de complotistes? D'ailleurs, mettons ça au clair. Les complots ont toujours existé et existeront toujours. Alors pourquoi utiliser le terme complotiste comme une insulte si ce n'est que pour faire taire certains discours? Depuis maintenant 1 an, des milliers de Québécois reçoivent des amendes pour le non-respect des mesures sanitaires, comme par exemple port du masque, recevoir ou visiter des membres de sa famille, opérer une entreprise ou non-respect du couvre-feu. Combien de morts ont découlé de ces non-respects des mesures? Pouvez-vous me donner un chiffre? Et d'un autre côté, combien de morts découlent des mesures irresponsables du gouvernement pendant la première vague? À mon avis, des milliers. Et qui est responsable? Qui est imputable? On nous répète constamment que chaque décès de la COVID est un drame. Qu'en est-il d'un décès causé par la négligence et l'abandon? Un décès causé par l'interdiction aux proches de donner des soins de base à un membre de sa famille? Malgré tout ce que je viens de vous montrer, le gouvernement continue d'utiliser ces statistiques bâclées pour nous enlever, à tous, nos droits et libertés les plus fondamentales, comme le droit de voir notre famille ou d'opérer une entreprise. Si on veut mettre fin à cette vague d'ignorance et de peur et reprendre le contrôle de nos vies, nous devons faire face à la réalité. La balle est maintenant dans votre camp. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus où nous en sommes, s'il vous plaît, partagez.